Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Au programme de l'édition nationale, dans 30 minutes, Catherine Matoche reviendra d'abord sur cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui à Decazeville, dans l'Aveyron. Des centaines de personnes, dont des femmes enceintes, exigent la réouverture de la maternité. Un service fermé en octobre dernier après la mort d'une maman et de son bébé. Et puis, le ton monte entre Donald Trump et l'Europe. François Hollande appelle l'Union européenne à apporter une réponse ferme au président américain qui a qualifié le Brexit de chose merveilleuse. Les deux hommes doivent se parler ce soir au téléphone. En Auvergne, l'actualité, c'est d'abord le salon Panorabois qui se tient ce week-end à la Grande Halle d'Auvergne. La forêt fait travailler plus de 8000 personnes dans les 4 départements, mais le secteur a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Ce sera le dossier de cette édition. Nous reviendrons sur la fin de série du Clermont Foot. Après 5 matchs sans défaite, les Clermontois se sont inclinés hier soir à domicile. Défaite 1-0 face à Auxerre. Et puis, nous irons apprendre à faire des nœuds avec la Guilde internationale des noueurs. Ils étaient aujourd'hui dans l'Allier pour montrer leur savoir-faire pour les cordages des bateaux qui voguent sur l'Allier. Mais d'abord, on commence avec ces images, celles de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron. Le couple auvergnat vient de décrocher un 3e titre de champion d'Europe de danse sur glace. C'était cet après-midi à Ostrava, en République tchèque. Le couple était 3e à l'issue du programme court, mais le programme libre a enchanté les juges. Je vous laisse regarder un extrait. Comme on ne s'en lasse pas, nous vous proposerons un autre extrait à la fin de ce journal. Toujours sur la glace, toujours une finale, celle du Trophée Andros se tient en ce moment à Superbès dans le Puy-de-Dôme. Et sur place, on va retrouver Virginie Cook, je crois, au milieu du public. Ici à Superbès, le public est au rendez-vous. Plus de 10 000 spectateurs sont attendus pour le Trophée Andros. Comme chaque année, les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Le brouillard vient juste de se lever, comme vous pouvez le voir, mais cela ne décourage pas les spectateurs, bien au contraire, car il y a des pilotes automobiles très connus qui participent à cette compétition sur glace, mais aussi des célébrités comme Romain Bardet, qui s'est élancé sur la piste cet après-midi. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé avec Gilly et Alain Bertrand. Les parapluies sont de sortie à Superbès. Ils sont nombreux à avoir bravé le froid, le vent et la neige pour admirer le spectacle des givrés de la glisse. J'ai oublié le bonnet moi, donc c'est un peu gênant, mais bon, c'est pas mal. Les célébrités, novices de la conduite sur glace, se préparent à prendre le départ. Dernier réglage pour le cycliste Romain Bardet. On n'a pas piloté ce matin, donc le premier tour c'est direct la course. Donc il faut être bien avoir le volant bien en main. Ça va être sympa. 4 autres concurrents prennent le départ. Le chroniqueur radio Guillaume Play, le champion de moto Randy Depugnet et le champion olympique de natation Fabien Gillot. Très excité, quelque chose que je ne connais pas et on va bien s'amuser entre sportifs de haut niveau. Je pense qu'on va bien rigoler. Un trophée des stars qui ravit les spectateurs, souvent venus en famille. Voir un petit peu des stars et voir un petit peu le type de véhicule maintenant électrique ou même les motos, c'est assez sympa, donc ça permet de voir des choses un petit peu différentes au niveau motorisation. À l'arrivée, l'Auvergnat Romain Bardet est arrivé bon dernier, mais cette expérience lui sera utile. On a un événement ici en Auvergne chaque année et voilà, se mettre dans la peau d'un pilote, apprendre les trajectoires, etc. C'est vraiment une super expérience qui me servira aussi pour le vélo. L'animateur radio et de télévision Guillaume Play est le grand vainqueur de ce trophée des stars. C'est vraiment pas mon truc, moi je fais de la radio et de la télé, donc rien à voir. Et c'est bon, j'étais face à des pilotes chevronnés, donc je pensais pas déjà finir la course avec la voiture en l'état. Je me suis arraché le pare-choc, j'ai démonté la moitié de la caisse, mais je suis arrivé jusqu'au bout par miracle, voilà. Après les célébrités, ce sont les pilotes professionnels qui assurent le spectacle, qui se terminera tard dans la soirée. Nous avons avec nous l'organisateur et le créateur de ce trophée Andros, Max Mamers. Bonjour. Bonjour. Alors comment sont les conditions pour ce trophée Andros ? Elles étaient jusque-là très bonnes puisqu'on a eu beaucoup de froid et de la glace. Malheureusement, le brouillard tombe sur Superbès, il y a un peu moins de visibilité. Mais jusqu'à présent, la course continue. Le spectacle s'annonce grandiose quand même. Ça, il y a du spectacle parce que les pilotes sont quand même dans des conditions un petit peu difficiles. Et donc forcément, il y a du spectacle. Qui sont les grandes têtes d'affiche cette année ? Écoutez, vous avez Dérault, Lagorce, Panis, Dubourg qui est le vainqueur sortant. Puis chez les jeunes,
On a le fils Panis, on a aussi des stars. Vous avez vu Guillaume Play avec la course des stars tout à l'heure, qui l'a remporté avec Fabien Gillot, avec Romain Bardet, qui a fait deuxième du Tour de France l'an dernier, qui est le régional de l'étape. Et en quoi ce circuit ici à Superbès est particulier ? Tous les circuits ont leur particularité. Celui-là, il est plat. C'est le seul de tout le Trophée Andros. Tous les autres sont un peu montagneux. Ça monte, ça descend. Celui-là, il est plat. Les finales du Trophée Andros vont débuter à partir de 20h30. Cette fois-ci, les pilotes vont s'élancer sur de la glace, mais de nuit. Donc le spectacle s'annonce encore plus grandiose. Merci Virginie. Plusieurs dizaines de membres du collectif Réseau Éducation Sans Frontières, RESF, organisaient aujourd'hui un rassemblement devant la préfecture du Puy-de-Dôme pour alerter sur la situation de 5 familles demandeuses d'asile qui risquent d'être expulsées. Les enfants de ces familles sont scolarisés dans plusieurs établissements du département. Les membres de RESF demandent à Madame le Préfet un geste d'humanité. Ils estiment que ces personnes courraient d'importants risques si elles devaient retourner dans leur pays respectif. Donc c'est le Kosovo et la République démocratique du Congo. Donc on sait très bien qu'au Kosovo, c'est un État qui est complètement défaillant avec des lois mafieuses qui sont en cours. Donc les hommes risquent leur vie et les femmes qui sont renvoyées là-bas risquent de graves sévices. Et en République démocratique du Congo, tous les services savent très bien que là-bas aussi c'est des viols qui attendent les femmes, c'est la mort, c'est quasiment la mort assurée dans les mois et les jours qui viennent. Le message qu'on envoie à la préfète, c'est Madame la préfète, usez de votre pouvoir discrétionnaire, vous pouvez faire quelque chose pour ces familles, vous pouvez les régulariser, régularisez-les. Panorabois, le salon du bois et de la forêt se tient ce week-end à la Grande Halle d'Auvergne. 120 exposants présentent toutes les utilisations possibles du bois pour le chauffage ou encore la construction. Pierre-Olivier Bell et Sylvie Françoise se sont rendus sur place. Dans la jungle des essences et des techniques de construction, pas toujours évident de s'y retrouver. Alors, pour satisfaire les attentes des visiteurs, tous les acteurs de la construction bois sont ici représentés. Certains agissent de la coupe en forêt dans le livradois, par exemple, à la remise des clés, les fameux circuits courts. L'écologie est quelque chose qui est de plus en plus apprécié. On en parle beaucoup, donc les gens recherchent des produits propres. Donc on est vraiment dans cette filière-là. Est-ce qu'ils sont prêts à payer plus ? Pas beaucoup plus. À partir de 1 500 € du mètre carré, la construction bois est désormais compétitive. Son plus est de correspondre aux attentes de l'époque. Ça, c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Si un jour j'arrive à le réaliser, je le ferai avec joie. Voilà, parce que je trouve que c'est très joli. Ça rentre bien dans le cadre naturel, surtout qu'en ce moment on parle beaucoup d'environnement, d'écologie et tout ça. Je trouve que c'est parfait. Ça correspond bien à nos idées, donc on est venu chercher des infos aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup de changements en cours, donc c'est vrai que on a envie de voir ce qui se fait aujourd'hui et puis franchir le pas. Et pour ceux qui aiment jouer au bûcheron ou au menuisier, il y a ici toute une panoplie d'outils qui devraient satisfaire les plus curieux. Enfin, de brèves conférences permettent de s'informer sur les financements, les certifications et autres économies d'énergie possibles uniquement grâce au bois. La forêt, justement, représente un tiers du territoire auvergnat. Plus de 8000 personnes travaillent dans ce secteur. Et c'est un secteur qui recrute. Il manque même de main-d'œuvre. C'est un dossier de Stéphanie Vino et Arthur John. Emmanuel Gagne est bûcheron dans le livradois Forez depuis juillet dernier. Il coupe des arbres pour le compte de particuliers de coopératives forestières. Son carnet de commandes est déjà rempli jusqu'en août. Il y a du travail dans une forêt qui était mal exploitée, mal entretenue jusqu'ici. C'est surtout lié au fait que dans les générations anciennes, en fait, on n'essayait pas de faire de la sylviculture. On coupait quand on avait besoin de sous. Donc il fallait acheter un tracteur, on coupait du bois. Il fallait changer le toit de la grange, on coupait du bois. Il fallait marier la fille, on coupait du bois. Mais on n'a jamais essayé de faire de la vraie sylviculture. Et le problème, c'est que du coup, nos forêts ne sont pas très belles, globalement. On n'a pas vraiment d'arbres de très grande qualité. La forêt auvergnate, c'est un tiers du territoire. Sa particularité, elle est détenue par 218 000 propriétaires différents. Un morcellement qui explique aussi sa sous-exploitation. Mais le potentiel est énorme. Il y a eu une étude qui a été faite en 1982. Il y avait 96 millions de mètres cubes sur pied
de bois en Auvergne. En 2012, il y a eu la même étude, on était à 169 millions de mètres cubes. Donc on ne peut pas dire que notre forêt soit en perte de vitesse, bien au contraire. À la scierie ELP, basée à Chaumont-le-Bourg, au sud d'Ambert, on exploite le bois à une échelle industrielle, 35 000 mètres cubes par an. L'essence principale qu'on a localement et en très forte quantité, c'est du sapin pectiné. Après, on a du douglas, on a du pin sylvestre et un petit peu de mélèze et de l'épicéa. C'était une petite scierie artisanale que deux frères ont développée. Elle emploie 18 salariés et vend aujourd'hui ses produits jusqu'en Afrique du Nord. Le chiffre d'affaires est de plus de 4,5 millions d'euros. C'est une activité qui fonctionne. Le bois est quand même à la mode. C'est un produit qui est chaud. On peut faire des maisons, c'est chaleureux. Ça va avec l'environnement. À savoir qu'on s'approvisionne dans un rayon de 25 à 30 km à vol d'oiseau autour de la scierie. La filière bois en Auvergne fait travailler 4 500 entreprises et 8 200 salariés. C'est une filière qui est restée assez en retrait pendant de longues années. Mais depuis 10-15 ans, aujourd'hui, c'est une filière qui se bouge énormément. C'est une filière où il y a de la place pour de l'innovation. Et il y a de l'innovation qui se met en place. Et je peux vous assurer que dans les années futures, le paysage auvergnat au niveau de l'industrialisation de la fabrication risque de changer fortement et dans le bon sens du terme. Un secteur d'avenir donc, mais qui a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Tu viens aligner ton bois sur le laser. Approche encore un peu. Ouais, t'es un peu loin là encore. Au CFA d'Ambert, les formations scierie proposent 50 places. Cette année, il n'y a que 9 apprentis. C'est une mauvaise image, mauvaise communication peut-être, et qu'à l'intérieur, ils ne connaissent pas les métiers de la scierie, qu'il faut absolument qu'ils aillent voir à l'intérieur des scieries, et nous ne faisons pas que scier des planches. Surtout le quart sud-est de la France, plus d'une dizaine de places en scierie sont vacantes. Les autres professions, bûcherons, sylviculteurs, conducteurs d'engins, charpentiers, sont tous aussi à la recherche de personnel. En politique, demain, si vous le souhaitez, vous pourrez voter à la primaire de la gauche et choisir entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Pour savoir où vous rendre, vous pouvez visiter notre site internet auvergne.france3.fr. Une carte vous permettra de trouver le bureau de vote dont vous dépendez. Attention, ce ne sont pas les mêmes que ceux des élections habituelles. Demain, dans Dimanche en politique, Marie Morin recevra Gérard Deriot, sénateur et président du conseil départemental de l'Allier par intermittence depuis le début des années 90. Un cumul de mandats qui sera d'ailleurs au cœur de cette émission. La carrière de Gérard Deriot vous est racontée par Maxime Van de Zendik. Comme prévu et au premier tour de scrutin, Gérard Deriot est devenu ce matin président du conseil général de l'Allier. Avril 1992. Gérard Deriot s'empare d'un siège qu'il occupera en dents de scie jusqu'à aujourd'hui. Au cœur de ses préoccupations, l'aménagement du territoire. Il faudra certainement des conditions fiscales, financières intéressantes, attractives, pour que l'industriel, par exemple, trouve un intérêt à venir chez nous. En parallèle, ce pharmacien de profession conserve son activité. Il est normal, à mon avis, pour un élu politique, et même d'un niveau comme celui de président de conseil général, de pouvoir continuer à exercer sa profession pour être beaucoup plus proche des problèmes que rencontre chacun d'entre nous. C'est donc logiquement que les sujets de santé publique occupent son agenda après son accession au Sénat en 1998. Suite à la crise de la vache folle, Gérard Deriot est rapporteur de la commission d'enquête sur les farines animales en 2000. Il y a eu des mesures de précaution qui ont été prises, qui sont peut-être allées trop loin, mais le principe de précaution, il n'est jamais suffisant. On peut toujours aller encore beaucoup plus loin, et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a éliminé pratiquement tout ce qui pouvait être à risque. 5 ans plus tard, il co-présente un rapport alarmant sur les dangers de l'amiante sur la santé. Le Bourbonnais se préoccupe aussi de la désertification médicale dans son département. En 2007, il lance le plan Wanted. Dans l'Allier, une vingtaine de médecins vont partir à la retraite dans les 10 ans à venir. L'idée d'une bourse d'études de 38 000 € sur 3 ans semble séduire les étudiants. Aujourd'hui à la retraite professionnellement, l'élu ne semble pas vouloir abandonner sa carrière politique tout de suite. Dimanche en politique, c'est demain à 11h30. En sport, fin de série pour le Clermont Foot. Après 5 matchs sans défaite en championnat, les hommes de Corinne Diacre se sont inclinés hier soir 1-0 face à Auxerre sur leur pelouse. Résumé du match avec Christian Lamorel et Sylvie Françoise.
En première période, pas grand-chose à se mettre sous la dent, sinon les 2 tirs de 111 qui butent sur le gardien bourguignon. Sur la deuxième action, un penalty aurait pu d'ailleurs être sifflé pour une main de Fournier dans la surface. Derrière, Boucher fait un bel arrêt. Côté Auxerre, Mohamed Yattara, qui vient tout juste d'intégrer l'équipe, fait de bons débuts et inquiète à plusieurs reprises le portier clermontois. En début de deuxième mi-temps, la défense auvergnate va commettre une grosse erreur dont profite Yattara qui ne laisse aucune chance à Caillard. Après l'ouverture du score, les Clermontois se réveillent et inquiètent à plusieurs reprises Boucher, mais sans jamais égaliser. La plus belle occasion étant sur ce centre de Joe Bello, la tête de Dugimon qui touche la barre à la 80e minute. 1-0 pour Auxerre, fin de série pour les Rouges et Bleus. Les 45 premiers, on ne les a pas joués. On s'est réveillé effectivement après, mais c'est un peu tard. C'est un peu tard, alors ça peut sourire parfois, comme à Sochaux la semaine passée. Mais il ne faut pas croire que ça va arriver, des miracles comme ça n'arrive pas tous les vendredis, il ne faut pas croire. Le problème, c'est qu'on n'a jamais su prendre le jeu à notre compte. Et puis après, quand on court après le score, on peut toujours dire qu'on a réagi, mais c'est trop tard. Je ne peux pas me satisfaire de ça, c'est pas possible. Clermont est désormais 12e dans un championnat très serré. Auxerre, malgré la victoire, pointe à la 19e place, toujours relégable. Une autre défaite en rugby, celle d'Aurillac qui s'est incliné nettement à Béziers, 25-9. Malgré un bon début de match, les Cantaliens ont fini par payer cher leur manque de discipline. Christian Lamorel. 4 cartons jaunes pour Aurillac dans cette rencontre. Mathématiquement, ça fait 40 minutes passées en infériorité numérique, autrement dit la moitié du match, à 14 contre 15. Ajoutons que le vent violent a perturbé le botteur aurillacois Maxime Petitjean dans plusieurs tentatives, mais le vent était le même pour les deux équipes. Béziers marquait un essai en puissance par Ramoneda à la 17e minute, essai qui sera transformé, et à la mi-temps, les aurillacois ne comptent qu'un petit point de retard, 10-9. À la reprise, les Cantaloups poussent mais se font contrer et encaissent un essai, à nouveau, par Ramoneda. L'essai du bonus allait survenir pour Béziers à la 80e minute, alors que les Cantaliens étaient réduits à 14, puis à 13, peu avant le coup de sifflet final. 25-9, c'est un peu lourd, mais le manque de discipline aura torpillé les Aurillacois. En athlétisme, ce soir, Renaud Lavillenie fait sa rentrée en salle au Perche Elite Tour de Rouen. Le perchiste auvergnat sera en compétition face au Brésilien Thiago Braz, celui-là même qui lui a ravi le titre olympique au dernier jeu de Rio. Un souvenir douloureux puisque Renaud Lavillenie, vous vous en souvenez peut-être, avait été sifflé par une partie du public. On l'écoute. Je suis dans l'état d'esprit qu'on est en 2017 et qu'il faut aller de l'avant et que si je passe mon temps à penser à Rio, il faut que j'arrête ma carrière. Donc voilà, j'ai envie de continuer et j'ai envie de montrer que le sport, il y a aussi d'autres choses qui sont très belles. Même si je peux gagner tous les championnats que je veux derrière, ça m'enlèvera jamais ce sentiment d'humiliation que j'ai vécu là-bas, quoi. En volée, les Panthères de Chamalières jouaient cet après-midi un 8e de finale de Coupe de France à Saint-Chamond et elles ont gagné largement. Une belle victoire par 3-7-0. Je vous propose maintenant d'aller apprendre à faire des nœuds avec les bateliers qui naviguent sur la rivière Allier. Comme les marins, ils se servent de cordage dont le nouage est réellement un art. La Guilde internationale des noueurs était sur place aujourd'hui pour un atelier pratique. Pascal Franco, Bruno Liberto. Chez les Chavants, on navigue toute l'année sur la rivière Allier. Des bateliers qui, comme les marins, manient les cordages. Mais par ce temps froid et humide, il vaut mieux se retrouver autour d'une table pour entrelacer cordes, cordons et cordelettes. Ici, un membre de la Guilde internationale des noueurs apprend à une novice à réaliser un paillasson en vieux cordage, une baderne chez les marins. Et voilà, et donc on repart. Rien n'est compliqué, c'est juste de la méthode. Il faut demander Il y a un peu de technique quand même. à notre stagiaire ce qu'elle en pense. En fait, ça paraît assez compliqué au début. Une fois qu'on commence, qu'on nous a aidés, c'est un peu plus simple. Et à la fin, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut tout resserrer. Et là, il faut doser entre pas trop serré. Voilà, c'est ça qui est un peu compliqué, mais ça va. Les nouages peuvent être décoratifs, mais leur vocation première est bien sûr utilitaire. Carré de chaises, de 8 ou de cabestan, le nœud marin et roi est souvent un peu compliqué.
dessus, dans ce cas-là, il faut que tu passes 2 fois dessus. On peut le faire, regarde. Ah oui, c'est que je fais à chaque Non, fois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La Chavanais et la Guilde ont naturellement noué des liens. Toutes les deux transmettent une tradition essentiellement orale. Nous avons beaucoup de mal à trouver des ouvrages anciens sur les nœuds. En France, les premiers ouvrages un petit peu consistants, il faut remonter à l'encyclopédie Diderot. Près de 6000 nœuds différents sont référencés, un dada addictif qui peut virer à l'obsession pour les passionnés qui s'attachent en permanence à en trouver de nouveaux. Un joli sac de nœuds. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec l'édition nationale du 19-20. Mais avant cela, comme promis, nous allons nous replonger dans le programme libre de Gabriela Papadakis et de Guillaume Cizeron. Ce programme qui leur a permis de décrocher un 3e titre européen cet après-midi à Ostrava, en République tchèque. Passez une bonne soirée, à demain midi.